Je suis rentrée à la maison et je suis tombée sur mon fiancé assis sur le canapé, arborant une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux étaient rougis, ses mains tremblaient visiblement tandis qu'il murmurait « Il faut qu'on parle ». À cet instant précis, quelque chose en moi s'est glacé complètement. Il m'a alors révélé que ma sœur aînée et lui entretenaient une liaison depuis des mois. Pire encore, elle était enceinte de 6 semaines, une grossesse considérée comme impossible par les médecins. Sans hésiter une seconde, je suis sortie et j'ai marché jusqu'à la maison de mes parents. Quand Sophie a ouvert la porte, j'ai déversé toute ma fureur en cris et en insultes. Mes parents sont descendus en courant, choqués, mais leurs réactions ont dépassé toutes les attentes possibles. Je m'appelle Clara Dubois. J'ai 28 ans et à 3 mois de mon mariage de rêve, je croyais connaître parfaitement chaque détail de ma vie aux côtés de Marc Laurent. Nous étions ensemble depuis 4 ans lorsqu'il m'a demandé en mariage lors d'un dîner romantique. La bague était éblouissante, le moment parfait, et j'ai dit oui sans la moindre hésitation. Marc représentait tout ce que j'avais toujours désiré. Stabilité émotionnelle, tendresse authentique et ambition. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans une maison dont j'avais payé intégralement l'entrée. Située à seulement un pâté de maison de la résidence de mes parents, dans le quartier où j'avais grandi. C'était un quartier paisible, arboré, idéal pour fonder une famille plus tard. Le mariage était planifié avec une minutie extrême, chaque prestataire et chaque détail soigneusement choisi. Mes parents avaient pris en charge la moitié des frais en guise de cadeau de noces généreux. Les parents de Marc avaient couvert l'autre moitié avec un enthousiasme et une générosité égaux. Il avait réservé les billets pour notre lune de miel en Italie grâce à des économies accumulées pendant des années. De mon côté, j'épargnais consciencieusement des euros pour l'hébergement et les dépenses durant le voyage. Tout semblait parfait, absolument impeccable dans chaque aspect organisationnel. Ma sœur Sophie, âgée de 32 ans, devait être ma demoiselle d'honneur. Elle avait divorcé récemment après des années de tentatives infructueuses pour tomber enceinte. Selon Sophie, son ex-mari avait mis fin à leur relation car il ne supportait pas son infertilité. Elle était revenue vivre chez nos parents, visiblement bouleversée et fragilisée émotionnellement. En tant que petite sœur qu'il avait toujours admirée, j'ai ouvert grand mes bras pour l'accueillir. Sophie venait presque quotidiennement chez moi, surtout le soir après mon travail. Elle vivait à seulement un pâté de maison, ce qui facilitait ses visites impromptues. Souvent, en rentrant du bureau, je la trouvais déjà assise patiemment sur le perron. Elle apportait des plats préparés par notre mère ou des mets qu'elle avait cuisinés elle-même. « Je veux t'aider pour les préparatifs », répétait-elle avec ce sourire maternel que je connaissais depuis l'enfance. Elle donnait son avis sur les fleurs, le menu, la décoration et même sur la liste méticuleuse des invités. Elle était toujours au courant de chaque prestataire engagé et de chaque décision prise. Après tout, c'est mon rôle de demoiselle d'honneur, justifiait-elle avec conviction, tandis que j'acquiesçais naïvement. Je partageais chaque détail avec elle, car nous étions sœurs, unies par les liens du sang. Jamais je n'aurais imaginé que cette proximité deviendrait ma plus grande vulnérabilité émotionnelle. Quelle naïve j'avais été de croire à la pureté de ses intentions apparemment altruistes. Elle avait transformé ma confiance en son principal instrument de manipulation silencieuse. Chaque visite, chaque conseil, chaque geste affectueux dissimulait une trahison méticuleusement planifiée. C'est un mardi ordinaire que mon monde s'est effondré complètement et irrémédiablement. Je suis rentrée à la maison à 7 heures du soir et, curieusement, Sophie n'était pas présente comme à son habitude. Marc était assis sur le canapé, le visage défait comme je ne l'avais jamais vu. Ses yeux rougis et ses mains tremblantes annonçaient déjà une nouvelle dévastatrice. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit d'une voix étranglée qui a glacé mon sang sur le champ. Je me suis assise face à lui, le sac encore sur l'épaule, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé d'une voix fragile qui trahissait mon angoisse croissante. Il s'est mis à pleurer avant même d'articuler les premiers mots de sa confession. « J'ai commis une erreur terrible », a-t-il commencé entre sanglots qui déchiraient de mon cœur en 1000 morceaux. Il a révélé que Sophie était venue chez nous des mois plus tôt pendant mon absence à une réunion. Elle était arrivée en larmes après son divorce, se sentant laide et complètement rejetée. Elle avait dit n'avoir besoin que d'une épaule amie pour soulager sa douleur existentielle.
Mais ce qui aurait dû rester une conversation s'était transformé en intimité interdite dans ma propre maison. Et ce n'était pas un écart isolé. Ils avaient répété ces rencontres chaque fois que j'étais absente. Ils avaient fait l'amour dans ma chambre, dans mon lit, pendant que je travaillais, confiante et inconsciente. Quelques heures plus tôt, Sophie était revenue pour annoncer sa grossesse que les médecins jugeaient impossible. Un bébé miracle, l'avait-elle appelé avec une ironie cruelle que je comprends parfaitement aujourd'hui. Marc a admis qu'il n'avait jamais utilisé de préservatif, car Sophie lui avait assuré être cliniquement stérile. Elle exigeait un soutien financier, mais proposait d'être mère célibataire sans exiger d'engagement officiel. Mais Marc, soudainement saisi d'un sens des responsabilités, avait décidé d'assumer légalement la paternité. Il voulait figurer sur l'acte de naissance et participer activement à l'éducation de l'enfant. Elle m'a demandé de ne rien te dire, a avoué Marc en essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. Mais je ne peux pas t'épouser en gardant un secret aussi lourd sur la conscience. Quelque chose en moi s'est simplement éteint à cet instant précis, dans une clarté absolue. Je me suis levée du fauteuil avec un calme qui m'a effrayée moi-même sur le moment. Marc s'est également levé, alarmé, suppliant que je dise quelque chose, n'importe quoi. Je vais chez mes parents, fut tout ce que j'ai prononcé avant de me diriger vers la porte. Il m'a suivi sur tout le pâté de maison, répétant des excuses et des serments d'amour désespérés. Je n'ai pas répondu un seul mot durant tout le trajet sous la faible lueur des réverbères. En sonnant à la porte, Sophie a ouvert avec son sourire habituel qui a disparu en voyant mon expression. J'ai poussé la porte et me suis engouffrée en hurlant toute la haine accumulée pendant la marche. Je l'ai traitée de traîtresse, de vipère venimeuse, de salope sans scrupules devant tout le monde. Marc a tenté de retenir mes bras pour m'empêcher de m'approcher d'elle physiquement. Sophie a reculé théâtralement, portant les mains à son ventre dans un geste faux de protection maternelle. Mes parents sont descendus en courant de l'étage en criant pour savoir ce qui se passait. « Papa, tu as perdu la tête ?» ai-je hurlé entre larmes en étant confrontée à son incrédulité. Puis, j'ai tout raconté. Des mois de trahison dans mon propre lit, une grossesse planifiée, de la manipulation. Le silence qui a suivi fut plus assourdissant que tous mes cris réunis. Mes parents ont regardé Sophie avec stupeur, qui s'est rapidement transformée en curiosité malsaine. « C'est vrai ?» a demandé ma mère d'une voix tremblante qui anticipait déjà son choix imminent. Sophie s'est effondrée en pleurs dramatiques qu'elle savait produire à la perfection depuis toujours. « Je venais de divorcer », a-t-elle sangloté avec des larmes répétées depuis des mois. Je me sentais si seule et si laide que la moindre tendresse me semblait un miracle à ce moment-là. « C'est arrivé sans le vouloir », a-t-elle répété comme si l'adultère était un accident de parcours inévitable. Puis elle a de nouveau posé la main sur son ventre en annonçant « Maintenant je suis enceinte de ce miracle ». C'est alors que mes parents ont souri sincèrement pour la première fois depuis mon entrée dans le salon. « Enceinte ?» a répété ma mère avec une joie qui m'a paralysée d'incompréhension totale. Mais les médecins avaient dit que c'était impossible. « C'est vraiment un miracle divin », s'est exclamé mon père. Sophie a sorti de son sac des examens médicaux et des échographies déjà préparées stratégiquement. Mes parents ont examiné les images floues avec des yeux brillants d'excitation pure. Ils se sont complètement laissés attendrir par la perspective d'un petit enfant, ignorant ma douleur déchirante. Là même, après avoir découvert cette trahison sordide, ils sont devenus des complices silencieux. « Asseyons-nous et parlons calmement », a suggéré ma mère d'un ton maternel déplacé. « Calmement », ai-je répété, incrédule face à cette inversion absurde des priorités familiales. « Ta sœur est enceinte ?» a répondu ma mère comme si cela justifiait n'importe quelle atrocité commise. Le stress pourrait lui faire perdre le bébé, et nous ne pouvons absolument pas permettre cela. Ils ont installé Sophie sur le canapé comme si elle était en porcelaine précieuse et extrêmement fragile. Mon père a apporté des biscuits maison tandis que ma mère préparait un jus de fruits naturel apaisant. « Ma chérie, tu as des nausées? Tu as besoin de tisane à la camomille pour calmer tes nerfs ?» a-t-elle demandé. J'observais ce théâtre surréaliste debout au milieu du salon, complètement étrangère au spectacle. Marc restait quelques pas derrière moi, visiblement mal à l'aise face à cette situation absurde. Quand tout le monde s'est enfin installé,
Mon père s'est éclairci la gorge et a regardé Marc. Et toi, Marc? Quelle est ton intention concernant cette situation délicate impliquant l'enfant? Il a dégluti avant de répondre. Je vais assumer l'enfant. C'est mon fils biologique. Mais cela ne change rien à ce que je ressens pour Clara, a ajouté Marc en me regardant droit dans les yeux. Je continue de l'aimer profondément et je veux l'épouser comme nous l'avions initialement prévu. Il n'y aura aucun mariage, ai-je déclaré d'une voix ferme qui m'a surprise moi-même. C'est annulé définitivement, sans possibilité de discussion ni de réexamen ultérieur. Ne sois pas précipité, a interrompu ma mère d'un ton condescendant qui m'a profondément irritée. Précipité? Ai-je ri avec une amertume pure. Ma sœur a couché avec mon fiancé dans mon lit. Et vous pensez que je suis impulsive d'annuler tout après une trahison aussi monstrueuse? Mon père a alors posé une question qui a glacé mon sang dans mes veines instantanément. Marc, envisagerais-tu d'épouser Sophie maintenant que vous allez avoir un enfant ensemble? Le silence qui a suivi fut absolu, chargé de gêne et de complicité tacite. Sophie et Marc se sont regardés, choqués mais aussi avec une lueur calculatrice dans les yeux. « Comment ça ?» a demandé Sophie la première, anticipant déjà la proposition absurde à venir. « Eh bien, vous allez avoir un enfant, Clara annule le mariage et nous avons déjà payé la moitié de la fête, » a expliqué mon père. « La date est réservée, les prestataires engagés, ce serait un gaspillage financier énorme. » « Vous êtes en train de suggérer d'utiliser mon mariage ?» ai-je hurlé, incrédule face à cette logique perverse. « Ce n'est plus le tien puisque tu as renoncé, » a répondu mon père avec une froideur qui m'a laissé atone. « Et c'est logique d'un point de vue pratique, » a ajouté ma mère, enthousiaste à l'idée répugnante. « Sophie est enceinte. Le bébé a besoin d'un père présent, et nous avons déjà beaucoup investi. Vous pourriez habiter tout près d'ici, et ce petit serait si bien accueilli dans notre famille. » Sophie a regardé Marc avec un calcul évident dans les yeux avant de murmurer « Tu ferais ça? Tu m'épouserais pour le bien de cet innocent qui mérite une famille complète ?» Marc semblait un animal pris au piège, regardant tour à tour vers moi, vers elle, puis vers mes parents. « Pour le bien de l'enfant », a-t-il commencé hésitant avant que j'explose à nouveau de fureur. « Attendez un peu. Vous parlez d'habiter dans ma maison? Celle que j'ai payée de mon propre travail? Dis-moi combien tu as investi et je te rembourse tout de suite, » a dit mon père en sortant son portefeuille. « Tu reviens vivre ici avec nous et Sophie emménage là-bas avec Marc et le bébé. C'est parfait. Tout le monde y gagne dans cette solution pratique et économique, » s'est-il réjoui. « Tout le monde y gagne ?» ai-je répété avec un sarcasme venimeux dans chaque mot prononcé. Sauf moi, bien sûr, qui ai perdu mon fiancé, ma sœur et maintenant ma propre maison aussi. « Ne sois pas dramatique », m'a réprimandé ma mère avec une phrase qui est devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. « Dramatique ?» ai-je hurlé en pointant chacun d'eux du doigt, tremblante d'indignation pure. « Vous suggérez que ma sœur et mon ex-fiancé utilisent mon mariage et c'est moi la dramatique? » « Surveille ton ton », m'a averti mon père tandis que ma mère rêvait déjà du petit enfant dans ses bras. « Tu veux qu'elle soit stressée et perde le bébé à cause de ta jalousie infantile? » J'ai regardé chaque visage dans la pièce. Mon père avec son portefeuille en main, prêt à m'acheter et à me faire disparaître. Ma mère rayonnante à l'idée d'un petit enfant, Sophie feignant la fragilité avec la main sur le ventre. Et Marc, pathétique et faible, debout comme un spectateur passif de sa propre déchéance morale. « Vous méritez les uns les autres, » ai-je déclaré avec une froideur absolue avant de tourner les talons. Je suis sortie de cette maison sans me retourner tandis que Marc me suivait en suppliant mon pardon désespérément. J'ai ignoré chacun de ses mots durant le trajet de retour sous la lumière froide de la lune. En arrivant, je suis allée directement dans la chambre et j'ai pris une valise dans l'armoire sans la moindre hésitation. J'ai commencé à y jeter des vêtements et des affaires essentielles avec des gestes rapides et déterminés. « Clara, attends !» a supplié Marc depuis la porte d'une voix désespérée qui ne m'a pas ému le moins du monde. « On peut t'en parler, s'il te plaît? Ne détruis pas 5 ans pour une erreur. » J'ai continué à faire ma valise en ignorant complètement sa présence dans la chambre exiguë. « Regarde-moi !» a-t-il insisté en entrant et en me saisissant le bras avec une force inutile. « Je t'aime, pas Sophie. C'était une erreur terrible que je regretterai toute ma vie. »
J'ai pris mes produits d'hygiène dans la salle de bain et suis revenue vers la valise sans même le regarder. Je veux t'épouser. Pas elle. C'est toujours toi, Clara, depuis le premier jour. Les couples surmontent constamment les trahisons. On pourrait faire une thérapie de couple. Je ferai tout ce qu'il faut. Une erreur? Ai-je répété enfin en croisant son regard avec un mépris absolu et maîtrisé. Tu appelles des mois à coucher avec ma sœur dans mon lit une simple erreur? Oui! A-t-il crié en passant les mains dans ses cheveux dans un désespoir authentique et pathétique. Ce furent plusieurs erreurs enchaînées que j'ai commises par faiblesse, mais je jure que je réparerai tout. Comment exactement? Ai-je demandé en croisant les bras avec un scepticisme reflétant mon âme blessée. Comment répares-tu le fait qu'elle soit enceinte de ton enfant après des mois de trahison systématique? J'assumerai mes responsabilités financières et je serai présent dans la vie de l'enfant, a-t-il promis. Mais cela ne change rien à notre relation. Tu seras la tante affectueuse de ce bébé spécial. Tante? Ai-je ri sans la moindre trace d'humour. Tu imagines vraiment que je tiendrai l'enfant de mon mari avec ma sœur? Au barbecue du dimanche? Aux fêtes d'anniversaire? En faisant comme si de rien n'était? Ai-je continué. Allez tous vous faire foutre! Ai-je hurlé avec une force qui a résonné sur les murs de la maison que j'avais un jour aimée. Ce n'était pas une aventure passagère avec une inconnue. C'était ma sœur dans mon lit pendant des mois. Et maintenant, elle sera la mère de ton enfant. Cela ne s'efface pas avec quelques séances de thérapie bon marché. Alors que veux-tu que je fasse? A-t-il crié, frustré. Que j'abandonne mon enfant biologique? Tu as raison. Assume toutes tes responsabilités avec Sophie et cet enfant, ai-je déclaré. Fais exactement ce que mes parents ont suggéré. Épouse-la et construisez une famille heureuse. Tu ne parles pas sérieusement. A-t-il pâli en retenant la portière de la voiture tandis que je partais. Je parle absolument sérieusement, ai-je répondu froidement en montant dans le véhicule sans me retourner. Sophie est enceinte de ton enfant. Alors épouse-la et assume les vraies conséquences. Je n'aime pas Sophie, a-t-il crié presque en pleurant sous la lumière du réverbère du garage sombre. Tu aurais dû y penser avant de trahir ma confiance de la pire façon possible. J'ai démarré et suis parti, voyant dans le rétroviseur sa silhouette désespérée rapetissée au loin. J'ai conduit jusqu'à un parking désert où je me suis arrêtée pour respirer profondément, les mains tremblantes sur le volant. J'ai appelé mon amie Anaïs qui a décroché à la deuxième sonnerie avec une intuition maternelle immédiate. « Clara? Qu'est-il arrivé ?» a-t-elle demandé en entendant ma voix brisée chargée de larmes. « Marc m'a trompée avec Sophie. »« Elle est enceinte de lui, » ai-je réussi à dire entre sanglots incontrôlables. « Viens ici maintenant, » a-t-elle ordonné fermement avec une autorité qui m'a donné un mince fil d'espoir. « Tu restes ici aussi longtemps que nécessaire. Ma maison est la tienne à partir de maintenant. » J'ai conduit prudemment jusqu'à son appartement où elle m'a accueilli avec une étreinte serrée et un silence réconfortant. Cette nuit-là, j'ai été écoutée, accueillie et protégée par la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Les jours suivants, Anaïs m'a aidée à annuler chaque prestataire du mariage méticuleusement. Chaque appel était une petite vengeance contre ceux qui avaient trahi ma confiance la plus profonde. Le traiteur, le photographe, le groupe musical, le salon de coiffure, les fleurs, tout a été annulé sans pitié. Certains prestataires ont remboursé une partie du montant, d'autres ont conservé les acomptes selon le contrat. Mais l'argent perdu n'était pas le mien. Mes parents et ceux de Marc avaient couvert l'ensemble des coûts. Quand mon père a appelé furieux en criant à propos des pertes financières, j'ai répondu avec un calme glacial et maîtrisé. « Vous avez perdu 3 200 € avec le traiteur, 3 700 avec la fleuriste, ai-je énuméré. 5 600 avec la salle, de l'argent qui ne reviendra jamais dans vos poches, ai-je conclu. Cet argent était le nôtre, a-t-il hurlé presque en s'étouffant de rage, contenu par des années de contrôle paternel. Oui, c'était le vôtre, ai-je acquiescé en examinant mes ongles avec une indifférence qui l'a rendu encore plus furieux. Vous avez payé pour mon mariage avec le fiancé que ma sœur a volé sans vergogne, et vous avez été ravi de le lui offrir comme cadeau de bienvenue à la trahison. Considérez cet argent comme un cadeau très coûteux pour votre fille préférée et manipulatrice. Tu n'as pas le droit, a-t-il accusé d'une voix tremblante d'impuissance face à ma froideur absolue. J'ai tous les droits. C'était mon mariage, mes choix,
ma souffrance ignorée. Vous avez choisi son camp quand vous avez découvert la trahison. Maintenant, vivez avec les conséquences. J'ai engagé un avocat qui a calculé ma part dans la maison que j'ai vendue à Marc immédiatement. Il a payé le montant convenu et Sophie a emménagé là-bas comme si c'était légitimement la sienne. Je suis restée chez Anaïs, vivant en mode automatique entre le travail et son appartement chaleureux. J'évitais de sortir dans des lieux publics de peur de croiser des connaissances et d'affronter des regards de pitié. La petite ville était devenue une prison invisible où chaque coin de rue cachait des jugements potentiels. C'est Anaïs qui a suggéré « Pourquoi ne pas recommencer dans une autre ville, loin de toute cette toxicité ?» La graine plantée a rapidement germé et j'ai commencé à envoyer des CV pour des postes situés à 2 heures de route. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une proposition pour un poste de coordinatrice avec un salaire supérieur et de réelles perspectives d'avenir. J'ai accepté sans hésiter et, 3 mois après l'effondrement de mon monde, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. J'ai loué un petit appartement mais chaleureux, libre de mauvais souvenirs et de fantômes du passé. Me réveiller dans cet espace qui était uniquement le mien m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis de nombreux mois. Au travail, mon équipe ne connaissait pas mon drame. Pour eux, j'étais simplement Clara, compétente et professionnelle. J'ai bloqué mes parents et Marc sur tous les réseaux sociaux, mais j'ai gardé Sophie débloquée par curiosité malsaine. J'ai vu des photos de leur mariage civil à la mairie suivi d'un déjeuner simple dans un restaurant local. Sophie souriait avec un ventre visible, portant une robe blanche simple. Marc à ses côtés avec un sourire forcé. Ses yeux trahissaient une tristesse profonde. Il ressemblait à un homme vaincu par son propre mauvais choix. Des mois plus tard, Sophie a publié des photos de la naissance de Léna, une fillette aux yeux hétérochromes rares, l'un brun foncé, l'autre miel verdâtre, une caractéristique génétique qui a immédiatement éveillé mes soupçons. 6 mois après la naissance, j'ai reçu un appel de Marc d'un numéro inconnu, la voix étranglée. « Sophie a menti, le bébé n'est pas de moi », a-t-il avoué entre sanglots désespérés de remords tardifs. Il a révélé qu'elle avait trompé son ex-mari à plusieurs reprises et avait inventé son infertilité pour couvrir ses infidélités. Après la naissance, Marc avait surpris Sophie avec un autre homme dans le parc. Cet homme-là, oui, avait la même hétérochromie que Léna. Elle avait avoué recevoir 500 € par mois de 2 hommes mariés, chacun croyant être le père biologique. « S'il te plaît, reviens vers moi », a-t-il supplié. « Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Accorde-moi une seconde chance. »« Tais-toi », l'ai-je coupé avec un rire amer. « Tu es un imbécile complet qui mérite chaque conséquence. Tu m'as trompé avec ma sœur dans mon lit et maintenant tu découvres qu'elle t'a trompé aussi ? Je ne ressens aucune pitié. En fait, je trouve absolument hilarant de voir ton karma à l'œuvre. » J'ai raccroché et bloqué le numéro, ressentant une profonde satisfaction en voyant la justice poétique agir. Des mois plus tard, ma mère a appelé en pleurant. Jeff a tout publié en ligne. C'est un scandale complet dans la ville. Sophie avait été expulsée de la maison, poursuivie pour fraude, et vivait désormais chez mes parents en travaillant 2 emplois. Mes parents étaient devenus ces otages émotionnels qu'elle menaçait. « Vous ne verrez plus jamais votre petite fille si vous me restreignez. » J'ai refusé tous les contacts suivants. Certains ponts, une fois brûlés, ne doivent jamais être reconstruits. 8 ans plus tard, j'ai construit une vie épanouie avec mon mari Thomas dans une ville côtière européenne. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime avec seulement des amis proches et sa famille accueillante. Nous avons acheté une maison avec un jardin où je prépare maintenant la chambre pour des jumeaux qui arriveront bientôt. Je suis directrice senior dans une entreprise multinationale avec une carrière solide et une réalisation professionnelle authentique. Récemment, j'ai annoncé ma grossesse sur les réseaux sociaux. Une explosion d'amour de la part des amis et de la famille de Thomas. Je sais que mes parents et Sophie ont vu les photos. Mon ventre qui grandit, Thomas souriant à mes côtés, heureux. Par une cousine restée loyale, j'ai appris que Sophie vit toujours chez mes parents à 40 ans. Léna, maintenant âgée de 8 ans, demande constamment « Pourquoi mon vrai père ne vient-il jamais ?» Marc, à 40 ans, vit seul dans un appartement loué après avoir été licencié pour avoir terni l'image de l'entreprise. Mes parents, dans la soixantaine, s'occupent de Léna tout en voyant les photos de mes jumeaux à naître.
Des petits-enfants qu'ils ne connaîtront jamais pour avoir choisi le mauvais camp cette nuit décisive. Thomas caresse mon ventre en sentant les jumeaux bouger tandis que je réfléchis à tout ce parcours. La trahison qui un jour m'a détruite est devenue la libération qui m'a permis de construire cette vie authentique. Je ne troquerai pas une seule seconde de cette douleur contre le mariage parfait que j'imaginais avoir avant. Car c'est dans les ruines que j'ai trouvé ma véritable force, ma dignité et ma capacité à recommencer. Si vous pardonneriez une trahison ainsi commise par votre propre sœur, ou si vous iriez de l'avant comme Clara, laissant le passé pourrir là où il le mérite.